Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Florence. Voilà, donc ça fait un peu plus d'un an que je te connais et puis on a eu, grâce à ta compétence particulière qui est d'accompagner les êtres sur la voie des contes, puisque toi tu travailles avec les contes merveilleux, les contes recueillis par les frères Grimm. Tu permets à chacun d'accéder à la sagesse des contes que tu nommes comme mode d'emploi pour traverser nos vies, traverser toutes les complexités de nos vies. Et donc, depuis un an, je suis un enseignement avec toi qui vraiment transforme ma manière de rencontrer ma vie et aussi de la saisir avec plus de force, plus de puissance. Et puis, j'ai compris que, au-delà de cette formation de la voix des contes, tu as aussi une qualité pour accompagner l'écriture d'histoires que tu nommes storytelling de légende, et tu accompagnes l'histoire en partant du vécu de nos propres histoires de vie. Tu as une qualité particulière, c'est de nous aider à ressortir des moments forts et précieux qui sont des moments de conscience particulière qui se trouvent dans la vie de tout un chacun. Et parfois, on a du mal à les percevoir, ces moments-là, mais toi, tu as un regard particulier qui a cette finesse d'attraper ces moments et de nous les mettre en lumière. Et donc, de par l'écriture, j'ai compris que tu pouvais nous aider à, à écrire quelque chose pour que cette vie que l'on a traversée puisse devenir aussi enseignement de sagesse. C'est-à-dire que ça soit une espèce d'offrande qu'on peut se faire à soi-même, mais qu'on peut aussi offrir à nos proches ou à toute personne qui pourrait être intéressée par le propos, parce que nos vies, en fait, sont elles-mêmes des légendes d'enseignement, des légendes de sagesse. Et moi, je suis intéressée de pouvoir participer à cette écriture et j'aimerais que tu nous en parles, parce que peut-être d'autres personnes pourraient être intéressées. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai conviée à me parler de ce qu'est le storytelling de légende. Oui, alors à partir des contes, il est assez aisé d'élargir à la dimension de la légende. Hein, les contes et légendes vont de pair. Storytelling et légende ne va pas de pair, par contre. Il y a une sorte d'opposition entre le conte et le storytelling. Quand on entend le storytelling comme un outil de communication, d'expression de messages à travers des récits, et souvent pour séduire, embarquer le public à l'unisson du message qui est présenté, ce qui est tout l'art du marketing, n'est-ce pas? On a du mal à voir comment les contes peuvent être concernés. Il y a une pureté dans les contes, il y a une, un, oui, il y a une pureté dans les contes qui semble loin des mécanismes de manipulation du marketing, n'est-ce pas? Et pourtant, il est vraiment intéressant c'est une chose que j'ai fait cette démarche il y a une dizaine d'années, d'ouvrir la narration, la démarche de raconter et de forger des récits en utilisant les pratiques, les techniques du storytelling. Et pour cela, j'ai mis au point une sorte de storytelling qui reprend la structure vitale des contes, la structure créatrice des contes. Mon travail de la Voix des contes est essentiellement un travail de mise au jour de différents niveaux de créativité dans les contes merveilleux, dans les contes de fées. Et ces différents niveaux de créativité et d'inspiration qu'on trouve dans les contes des fées peuvent tout à fait s'appliquer aux techniques de récit, de narration, dont le storytelling est une des formes. Et ça a l'intérêt de croiser une chose très ancienne et une chose assez moderne. Aujourd'hui, on ne conçoit plus de présenter un message sans recourir au récit. Il y a une manière très attractive de présenter des messages qui ont du prix à travers du récit. Les contes le font, mais le message est caché dans les contes, tandis que dans le marketing, le message n'est pas du tout caché. Il est posé d'une manière claire, il est mis au centre et on essaye de séduire
l'auditeur à venir rejoindre le message. En réalité, tout un chacun est concerné par le récit. Le récit est une dimension de communication dans l'existence. On le sait bien en psychiatrie, on le sait bien dans les neurosciences. Le récit, Boris Cyrulnik a beaucoup parlé de ça et a montré combien le récit était déterminant dans la résilience. Les confrontations auxquelles on se heurte dans l'existence doivent être racontées. Il est extrêmement important de raconter les chocs, les traumatismes, les épreuves, les succès que nous rencontrons dans l'existence pour donner sens et donner de la cohérence à notre présence. En réalité, tout est récit, si on veut bien voir. L'expérience existentielle est comme une sorte d'immersion dans une soupe d'informations, et c'est à travers des récits que l'on arrive à trouver une route, à trouver du sens, à trouver une cohérence à nos existences. Et il y a les récits individuels, il y a les récits collectifs, et de regarder l'importance du récit et l'attraction que les récits ont pour nous, on le voit bien, amène à s'interroger sur la possibilité que l'on a de forger des récits, de communiquer avec les autres avec des récits. Par exemple, pour les personnes qui sont en fin de vie, c'est formidable de pouvoir laisser un récit à leur descendance de ce qu'a été leur vie. Alors, il y a différentes manières de projeter cette perspective de mise en récit. On peut mettre en récit l'anecdotique de son existence, dans lequel il y a toujours des moments saillants, des choses, des retournements, des ouvertures, des coups de chance, des coups de maître, des échecs, des épreuves. Il y a toujours des choses à raconter qui sont fortes, et dans une relation de génération à génération, on aime entendre les récits de nos anciens ou les récits des gens de notre famille, parce qu'on est concerné, on est touché par ça. D'ailleurs, on porte des résidus de leurs histoires, et la mise en forme de récit a du sens. Il y a du sens à recevoir des récits de nos aînés, comme il y a du sens à transmettre du récit à nos successeurs, si je puis dire. Mais qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'on peut raconter? Alors, c'est là où moi, dans la fréquentation des contes, dans l'univers des contes, qui invite au merveilleux, qui invite à l'éveil, qui invite à l'ouverture, à la traversée des impasses par inspiration, par percée créatrice. C'est là où on sent bien que de l'anecdotique de nos existences, on peut assez facilement faire du légendaire. Le légendaire, c'est ce qui mérite d'être rapporté. C'est ce qui, dans des événements, mérite d'être raconté, parce que il y a une sorte d'universalité dans l'événement. Par exemple, quand on voit comment la France a été mise par terre en 1940, comment elle s'est effondrée soudainement, envahie par les troupes allemandes, le désastre, la débâcle que ça a été a complètement sidéré les esprits. Et c'était impensable. Et c'était inracontable aussi. Et De Gaulle s'est levé, et dans la même insatisfaction que tous, il a reçu une vision, lui, de l'événement. Ce n'était pas seulement un désastre et un effondrement pour lui. C'était ça, bien sûr, comme tout le monde, pour tout le monde. Mais lui, tout à coup, dans l'insatisfaction profonde où il était, le choc que ça représentait, une telle débâcle, il a reçu la vision d'une autre interprétation. Et il a pu dire, ce désastre n'est qu'une bataille perdue. La guerre reste à gagner. Et il y a des forces nombreuses qui n'ont pas encore
apparus qui permettront de retourner la situation. C'est-à-dire qu'il a apporté une vision à la situation qui lui a ouvert une dimension de légende. Et c'est certain qu'ensuite, il y a toute une légende. À partir de cette vision, ce qui a été construit, parce qu'il a fallu ensuite à Londres arriver à associer, chercher sa vision, c'est que la France pouvait encore se battre, que la France pouvait rassembler des forces, que la France pouvait concourir à la guerre qui était à mener contre l'Allemagne nazie. Il a fallu persuader les Anglais de cela, ce qui n'était pas simple. Et ensuite, il a fallu essayer de compter dans la cohésion des alliés. Et quand même, à la sortie de la guerre, la France était au traité de paix et à compter dans l'occupation de l'Allemagne. C'est-à-dire, a été vainqueur. Hein. Partie d'une débâcle, occupée pendant 5 ans, la France, néanmoins, était à la victoire, ce qui est absolument étonnant. Et on pourrait dire, on peut raconter ça comme une légende. Ça mérite d'être rapporté car il y a une universalité dans la vision. En réalité, moi, dans l'accompagnement des gens, de mes élèves, enfin de mes consultants, avec la Voix des contes, en appui sur les contes, sur la sagesse des contes, j'invite les gens à voir d'une vision intérieure, d'une vision de vérité, d'une vision d'inspiration, les grandes questions de leur vie. On peut regarder les questions de notre vie exactement comme l'exemple que je viens de donner. La France en débâcle est écrasée et tout le monde est effondré. Ou bien, par une vision vivante, la France n'a fait que perdre une bataille, et elle s'engage dans la guerre pour aller jusqu'à la victoire, avec des forces qui n'ont pas encore donné leur puissance. C'est la même situation, c'est 2 visions différentes. C'est-à-dire qu'avec le travail que j'offre, moi, à travers la sagesse des contes, c'est ce type de vision auquel j'invite mes participants. C'est-à-dire à regarder leur vie à partir d'une vision inspirée, d'une vision portée à partir de l'infini d'eux-mêmes, à l'exemple de la sagesse des contes. Dans les contes, ce qui caractérise la sagesse des contes, c'est que le héros impuissant, néanmoins, par l'inspiration, par l'éveil de l'inspiration, va pouvoir accéder à des réponses résolutoires qui n'étaient pas dans son champ d'expérience, a priori. Il était complètement démuni, sans force, mais par une ouverture intérieure, par la rencontre avec des messagers du monde de fécondité, du monde de tout possible, souvent insignifiants, comme sont les inspirations dans notre vie, tout à coup, il va accéder à des ressources absolument inattendues, inconcevables, et résoudre le problème. Exactement ce qu'a fait De Gaulle, en réalité. Donc, voilà. Cette vision-là, à partir, on pourrait dire, de l'être, j'ose dire cela d'emblée, la sagesse des contes me le permet, je ne peux pas présenter ici toute la sagesse des contes et tous les ressorts de la sagesse des contes, mais l'univers des contes nous propose de regarder notre vie à partir de l'infini de notre être. Et à partir de l'infini de notre être, nous pouvons avoir des visions soudaines, comme cela, de cette pénétration, comme celle que j'ai prise dans l'exemple de De Gaulle, dans la France, à la débâcle. Et cela, ça mérite vraiment d'être raconté. Ce qui, dans notre vie, on pourra voir, quelles que soient les aventures de notre existence, si nous voulons en transmettre une narration vraiment qui est du poids, qui est du souffle, qui est de la vérité, qui est de l'universalité, il faut aller les chercher, cette narration, il faut aller les chercher dans cette vision intérieure à laquelle il est possible d'accéder, tout simplement en instrumentant un certain nombre d'outils comme on en trouve dans la sagesse des contes. Donc c'est là où j'ai le culot de présenter un storytelling de légende, c'est-à-dire à partir de questionnements de mes participants qui vont être abordés par cette dimension de l'être, à travers des visions de vérité. On arrivera à des perceptions de leur existence, d'événements de leur existence, dans une dimension légendaire.
dans une dimension universelle qui intéresse tout un chacun. Et c'est là que les techniques de storytelling sont intéressantes. Si par exemple dans votre vie, vous avez, je ne sais pas, retourné une situation d'une manière vraiment exceptionnelle, hein, par le fait d'une vision inspirée, et que vous avez envie de raconter cela, eh bien, vous entrez tout à fait dans le cadre du storytelling et de ce que représente le storytelling comme outil de communication. Le storytelling vise à exprimer les messages qui ont du prix à travers des récits qui tendent à présenter le narrateur, celui qui présente le message, comme une personne habitée de quelque chose de passionnant et qui ne peut qu'intéresser autrui. Et dans la narration, on va faire en sorte de faire ressortir un certain nombre de caractéristiques qui sont de la nature de ce côté passionnant du message et de l'écho que cela peut éveiller chez autrui. Autrement dit, en utilisant, c'est principalement ça, hein, que vise le storytelling, arriver à accrocher le public au message. Si je présente un produit qui a une valeur, eh bien, je vais faire en sorte de présenter cette valeur d'une telle manière que le public ne peut que vouloir ce produit à cause de sa valeur. Et c'est là qu'on voit que le marketing est quelque chose de manipulateur, parce que, bien sûr, ça repose sur on fait valoir des ressorts de séduction. Et c'est vrai que c'est pas très honnête, mais moi, si j'ai envie de raconter quelque chose à mes petits-enfants, si j'ai envie de raconter un événement fort qui m'est arrivé dans ma vie à mes petits-enfants, qui sont dans un autre monde que celui où j'étais, moi, il y a 50 ans, comment vais-je faire pour les intéresser? Si il y a une vérité dans l'événement qui m'est arrivé, parce que j'ai été habité d'une inspiration, et que cette vérité, dans son universalité, me dépasse, intéresse tout un chacun. Elle est de nature à intéresser mes enfants, parce qu'elle est universelle et qu'à un certain endroit, elle les concerne. C'est là où les techniques de storytelling seront vraiment bienvenues, parce que je saurai montrer justement mon message dans son universalité, non pas comme quelque chose qui est le fait d'une croyance que j'aurais, d'une valeur particulière qui m'aurait habité, hein, comme les vieilles barbes. On sait bien comment les vieux ont toutes sortes de valeurs qui datent en fait. Pour les jeunes générations, ce que racontent les vieux, ça date. Mais quand ce qu'ils racontent pourrait se raconter aujourd'hui dans leur propre vie, parce que c'est universel et que ça vient toucher des questions qu'ils portent, ben, ils se trouvent concernés. Et le storytelling est formidable pour ça, parce qu'il va nous apprendre à raconter le message qui nous tient à cœur, le message qui mérite d'être raconté, qui est légendaire. Non plus de notre point de vue, un peu suranné, mais de leur point de vue à eux. Le storytelling incite à raconter les choses du point de vue de ceux à qui ça s'adresse. Et à un certain moment, ceux à qui ça s'adresse, si la chose est bien racontée, si elle vient bien les toucher, réveiller en eux des émotions, eh bien, ils vont se sentir concernés et ils vont participer au message. Et ils vont devenir partie prenante du message. Et ils vont avoir le goût même de répéter le message et d'attirer d'autres à entendre ce message pour la vérité qu'il représente. C'est là où le storytelling est très précieux, et c'est pas très compliqué comme technique de communication. C'est là où il peut venir s'ajouter à la vision du conte, à la manière dont le conte raconte des éveils de conscience. Par exemple, dans le Chaboté, hein, que tout le monde connaît, ce pauvre meunier qui hérite d'un chat, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'un chat pour prendre place socialement? Que son chat, dans son génie de chasseur, arrive à lui faire épouser la fille du roi. Ça, c'est une histoire qui mérite d'être racontée, non? Ben, si dans votre vie, vous est arrivé une chose similaire, ça mérite d'être raconté. Et il faut faire comme dans le conte, il faut le raconter du point de vue du public, à qui c'est destiné, de sorte que le public se reconnaisse,
de sorte que le public ait envie d'entendre cette histoire, ait envie de se nourrir de cette histoire. Dans votre vie, tout un chacun, si on fait attention, a eu des grands moments qui méritent vraiment d'être racontés. Mais comment les raconter? Vous voyez? Voilà, c'est ça la perspective du storytelling de légende que je vous propose. C'est une perspective de raconter le meilleur de soi, le plus vivant de soi-même, l'inspiré, le génial, ce qui a à voir avec notre être, avec les éveils de notre être. C'est ça, c'est raconter cela à destination d'un public qui va se sentir concerné et qui va vous reconnaître, en effet, l'autorité de dire votre message parce que vous l'avez vécu. Si je raconte comment j'ai créé la Voix des Contes un peu à la manière du Chaboté, je peux le raconter en storytelling. J'aurais intérêt à le raconter en storytelling, à raconter la Voix des Contes en storytelling, non? Oui. Et vous dire comment j'étais dans une situation d'impasse. J'aimais les contes, mais bon, voilà, je partageais les contes pour partager un message spirituel. C'était facile, à travers les contes, de parler de l'éveil. En même temps, mon père était souffrant. Et il fallait que je parle à mon père, que je le soutienne dans le début de dépression dans lequel il était en train d'entrer. J'avais un frère qui était aussi en déroute. J'avais des gens autour de moi qui allaient mal. Et moi-même, j'allais mal. Moi-même, j'étais en situation difficile, professionnellement. Et puis, je me suis dit, je ne sais plus comment faire professionnellement. Alors évidemment, j'avais fait ce qu'il fallait, j'avais envoyé des CV, je frappais aux portes, j'étais reçu, je faisais des propositions. J'étais un bon professionnel dans mon domaine, j'étais éditeur moi à l'époque. J'avais fait tout ce qu'il fallait pour évoluer dans mon métier. Mais ça n'allait pas comme je voulais. Et un jour, je me suis dit, il faut faire autrement. Je vais faire comme dans les contes. C'est-à-dire, je vais imaginer, je vais ressentir ce que serait un Jean Pascal accompli professionnellement. Et j'avais dans mon métier fait suffisamment de bons coups pour pouvoir aller puiser dans des ressources où, en effet, j'étais pas sans moyens, mais pour chercher du boulot autrement. J'ai pensé, tiens, et si je faisais comme dans les contes, à projeter une sorte de présence infinie de moi-même, à l'émerveillement de mon accomplissement. Comment je serais accompli professionnellement? Et accompli professionnellement, quand j'ai commencé à m'interroger là-dessus, on commençait à se présenter à moi des souvenirs de coups que j'avais pu faire ici ou là. Comment j'avais monté un service ici, comment j'avais créé des livres d'un certain type, etc. Bref. Et ce qui est ressorti, en prenant le temps d'explorer de cette façon, c'est qu'accompli professionnellement, je serai quelqu'un qui cherche, qui découvre et qui communique. Et j'ai commencé à m'imprégner de cet énoncé. Enfin, c'est accompli, je cherche, je découvre et je communique. Et j'ai commencé à me répéter ça tous les jours. À me répéter ça et à le ressentir. Et à en ressentir la lumière, la vibration, l'enthousiasme. Parce que chaque fois que je disais « je cherche », je me voyais dans mon travail au meilleur moment d'effervescence, de créativité, où en effet je cherchais et je trouvais. Et j'ai trouvé des choses quand même intéressantes. Et ça avait un certain goût de trouver quand on cherche. Et ensuite de communiquer. Et de communiquer dans mon travail, mais de communiquer avec le public, puisque l'édition, c'est un monde qui est tourné vers le public. Donc, j'avais fait un certain nombre de choses, j'avais vécu un certain nombre de choses, mais je ne faisais pas que de l'édition. J'étais aussi dans de la vie associative, j'étais dans des produits culturels, j'avais des amis qui étaient artistes, bref, j'avais toute une vie, bien sûr. Et dans toutes ces vies-là, je cherchais, je trouvais et je communiquais. Et ça, c'était mon enthousiasme, cette vibration-là, les enfants, hein, je pourrais dire ça à mes enfants, mes petits-enfants, regardez comment j'ai fait. J'ai procédé par la vibration d'un enthousiasme, d'une présence de moi-même imaginaire,
mais réel, vrai, c'était une vérité. J'ai procédé par l'émission de cette vibration et au bout de 3 semaines, m'est tombé mon séminaire. Le séminaire que je donne depuis 30 ans est arrivé au bout de 3 semaines de répétition de cette phrase tous les matins avec toute la mise en scène intérieure, lumineuse, vivante, vibrante qu'elle permettait. Et ça a fait tomber tout à coup 4 contes à faire expérimenter. C'était ça la nouveauté. Faire expérimenter les contes avec des outils. D'ailleurs, cet outil-là, tout simplement. L'outil que je venais de pratiquer, c'est celui-là que j'ai donné dans mon premier séminaire. Et je fais ça encore aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça ce jour-là. Voilà comment j'ai changé de métier, très pratiquement. Comment j'ai pu aider mon père, aider mon frère, m'aider moi-même, changer professionnellement complètement. Enfin, ça s'est pas fait tout de suite. Et derrière, se sont ouvertes beaucoup de choses. Mais voilà comment. Je ne peux pas dire que j'ai été le plus rigoureux dans le storytelling que je viens de vous faire. Mais il y a là les prémices de ce que pourrait être une narration en storytelling. C'est-à-dire comment j'ai contextualisé mon message. C'est-à-dire j'étais à une époque moi-même dans une certaine difficulté, j'avais des choses à résoudre, etc. Et j'ai procédé de telle et telle façon, et tout à coup, il y a eu une ouverture qui a déclenché un certain nombre de conséquences. Là-dedans, il y a un message, il y a une vérité, en réalité. C'est-à-dire, j'ai abordé mon problème professionnel d'une manière très différente de la manière dont on fait d'habitude. Et on a raison de faire comme on fait d'habitude. Je l'avais fait moi-même. Ça, comme on fait d'habitude, c'est-à-dire envoyer des CV, rencontrer des responsables et puis leur présenter des propositions. Enfin, j'avais fait tout ça. Mais en fait, j'étais attendu ailleurs. Donc, heureusement que je ne suis pas allé plus loin dans l'édition, d'une certaine manière, parce que je n'aurais pas eu ce... Donc, là, il y a une vérité dans la manière dont j'ai procédé. Et cette vérité, c'est un message. Et ce message, je suis vraiment bien placé pour le porter, pour en être le porte-voix. Et je peux dire, alors c'est là que le storytelling est intéressant, je peux dire, n'est-ce pas, que vous aussi, dans votre vie, vous avez souhaité des retournements, des changements. Eh bien, regardez, voilà comment j'ai fait. Il y a possibilité de faire d'une autre façon, comme dans les contes, à la manière du héros des contes, c'est-à-dire en partant de l'infini de soi-même. Moi, j'ai procédé à partir d'un infini enthousiasme pour une image d'accomplissement qui prenait toute mon adhésion et une adhésion totale de moi-même. Et cela, cette émission, chaque jour, pendant 3 semaines, de cette vibration d'enthousiasme pour mon accomplissement, eh bien, a donné lieu, au dernier jour de mes vacances, j'étais en train de faire mes valises, tout à coup, sont descendus 4 contes, avec 4 exercices à faire, et c'était un module pour faire en 4 semaines une pratique de réalisation de souhaits que je vendais 1 semaine plus tard dans un centre de thérapie humaniste où on m'ouvrait la place, on me donnait une salle, on me passait un fichier avec lequel, 1 mois plus tard, j'avais 12 personnes devant moi. C'est-à-dire que l'émission de vibration, d'enthousiasme, de cette image d'accomplissement que j'ai tenue pendant 3 semaines, d'une certaine manière, a rejoint cet univers de tout possible dont nous parlent les contes et a fait apparaître des opportunités concrètes que dans les jours suivants, j'ai vu s'ouvrir devant moi. Ça, c'est possible de le faire. D'ailleurs, c'est ça que j'enseigne. C'est comme ça que ça marche dans les contes. Et j'ai découvert ce jour-là comment on pouvait mettre en pratique les contes, mais concrètement. Et j'ai commencé à développer, donc avec un premier séminaire, puis un deuxième, puis un troisième, puis une douzaine, un parcours, une démarche de mise en application des contes et de leur modèle, de leur mode d'emploi.
Hein. Si vous ne pouvez pas atteindre l'accomplissement de tout le monde, dit le Chaboté, eh bien, intéressez-vous et mettez en pratique, enfin, travaillez au grand accomplissement. C'est ça qu'il montre. Et il en donne toutes les clés. Donc, le storytelling, je termine, vous dirait, identifiez dans votre vie sur telle et telle question que vous voulez communiquer. Identifiez par une vision vivante le message de vérité qu'il y a dans ce que vous voulez raconter, parce que ce message de vérité, il concernera ceux à qui vous vous adressez. Tout le monde est concerné par la vérité. Moi, cette vérité de procéder de cette façon, c'est une vérité de procéder de cette façon. Ça concerne tout le monde. Je ne l'ai pas inventé, moi je l'ai appris de quelqu'un d'autre. Mais je l'ai traduite, je l'ai expérimenté, et ça, je peux le raconter à mes enfants, à mes petits-enfants, à travers du storytelling qui me dira, Jean-Pascal, ne raconte pas en ressassant ce que tu es et en essayant de, je ne sais pas, mettre en valeur tel ou tel aspect de toi-même qui n'est pas très bien considéré, etc. N'essaye pas de faire ça. Ne raconte pas de ton point de vue à toi. Raconte de leur point de vue à eux. Raconte ce message à travers un récit de ton histoire. Raconte-le tel que ce message peut les intéresser. Tel que ce message, ils peuvent se l'approprier. Parce que s'ils se l'approprient, ils vont commencer à questionner là-dessus. Et s'ils commencent à questionner, ils vont t'en demander davantage. Alors peut-être que toi, ça va t'entraîner au-delà de là où tu étais. Et c'est là l'intérêt de la rencontre avec le public. C'est là où le storytelling est intéressant, parce que vous allez raconter des histoires qui vont vous embarquer par leur efficacité dans la communication avec un public qui va vous emmener plus loin, exactement comme moi, au départ. Je m'intéressais aux contes pour la spiritualité et je me suis retrouvé à créer une méthode de thérapie par les contes. Et au final, à faire du management par les contes. Et aujourd'hui, à m'intéresser à la suite des contes. C'est-à-dire aux courants créateurs cachés dans les contes. Que les contes ne racontent même pas, mais qui sont là en filigrane. C'est-à-dire, où va-t-on à partir du moment où on porte un message à la rencontre des autres et que les autres s'en mêlent. Vous voyez, le storytelling, c'est ça. Vous racontez un message, mais à partir de votre vie, avec des récits de votre vie, avec des inspirations de votre vie, et vous les racontez pour que les autres puissent s'approprier le message. Et s'ils se l'approprient, ils vont vous embarquer dans une aventure à laquelle vous ne pensiez même pas. Et ça fait une grande aventure. Donc, storytelling de légende, ça veut dire storytelling, non pas de produits, non pas comme dans le marketing, non. Storytelling de messages, de vérité que vous avez pu faire émerger dans votre existence. Tout un chacun a vécu suffisamment d'épreuves dans son existence, suffisamment de défis auxquels il a répondu pour pouvoir regarder ces grands moments dans leur vérité et en extraire le message universel qui sera intéressant pour tout un chacun et qui méritera une histoire et qui méritera une narration, à mettre en œuvre une narration avec des outils de storytelling. Et à ce moment-là, c'est une légende. Vous voyez, si vous voulez laisser une légende à vos enfants, à vos petits-enfants, c'est comme ça qu'il faut procéder. Et d'une certaine manière, ça fait partie des choses que les gens viennent chercher auprès de moi avec ce séminaire de storytelling de légende. Beaucoup de gens âgés viennent et disent « Ah, j'aimerais bien laisser quelque chose, un récit vivant à mes enfants. » Ben voilà, on va faire comme ça. Alors moi, je suis passionnée quand je t'entends, Jean-Pascal, parce que ça vient vraiment nourrir des questions que j'ai à l'intérieur de moi. Et du coup, ça m'en amène deux autres. Très bien. C'est-à-dire que moi, un de mes souhaits, c'est de pouvoir devenir raconteuse d'histoires et de pouvoir inventer des histoires. Alors, partir de mes histoires à moi intérieures, mais aussi, pourquoi pas, inventer des histoires que je raconte un peu au long d'un chemin avec différentes personnes. Donc ça, c'est un aspect. Donc peut-être qu'au travers du storytelling, je peux trouver comment inventer des histoires qui ne soient pas que des histoires vides, mais des histoires qui créent un vrai sens. Ça, c'est un des aspects. Et l'autre aspect, c'est on est dans une période complexe, une période de crise. Tout à l'heure, tu as parlé de la période de la guerre 40. Voilà, là, aujourd'hui, on est dans une période où il y a le prémisse d'une nouvelle façon d'approcher la vie. Et donc, dans ce que j'ai recueilli de tes enseignements dans La Voix des Contes, c'est que
non seulement il y a notre propre vie qui s'émet et tout ce qu'on reçoit en inspiration et qui va créer la matière de notre vie, mais il y a aussi ce que la vie en général, l'univers, le grand mystère, le cosmos, le divin, après on prend les mots qu'on veut, appelle. Et donc cette synergie entre nous, éléments de conscience incarnée, comment on joue avec aussi la grande conscience qui fait un écho dans notre histoire. Et donc, est-ce que tu pourrais donner quelques mots sur en quoi le storytelling pourrait alimenter peut-être aussi une possibilité de développer de la réceptivité, de la perception, des nouveaux chemins à emprunter pour les nouvelles générations et même pour nous, comment on peut semer de la sagesse dans cet avenir? Ok, donc ta première histoire, c'est comment raconter. Ta première question, c'est comment raconter des histoires, comment inventer des histoires. Ouais. Et ta deuxième question, c'est comment participer au mouvement de Oui, transformation, au grand mouvement évolutif d'aujourd'hui. oui, Alors, raconter des histoires, d'une certaine manière, moi, je n'arrête pas d'inventer des histoires. Quand je présente mes séminaires, j'invente des exemples. Mais j'invente les exemples souvent avec tellement de, de véracité, enfin, que les gens croient que ça m'est réellement arrivé. Tu vois comment, par exemple, j'ai raté un avion parce que mon fils a fait une crise d'angoisse, mon fils de 3 ans, et tel qu'on n'a pas pu prendre l'avion. Il a fallu s'occuper de lui. Il faisait une sorte de crise d'angoisse avec des bouffées asthmatiques, etc. Et c'est ça qu'il fallait traiter. Mais l'avion, il ne nous attendait pas, et il ne nous a pas attendu, mais il s'est écrasé. Donc, tu vois, cette histoire, j'ai l'air de l'avoir vécue, pas du tout, je l'ai inventée. C'est-à-dire pour raconter la sagesse des contes et traduire dans des événements quotidiens cette sagesse, la rendre tangible dans notre quotidien, bah, tu peux inventer des histoires. voilà. Ça, Et l'écriture du storytelling pourrait très bien être la base d'écriture pour… Si toi, tu donnes mon séminaire et que tu veux embarquer les gens à reconnaître que pour eux, que ça les concerne, tu vas inventer des histoires. Tu vois? Moi, quelquefois, les gens, 2-3 ans après, me disent, dis donc, que vous m'avez raconté ça quand même, c'est formidable, ça m'a beaucoup aidé. Mais j'ai inventé, c'est pas moi, j'ai pas vécu ça, j'ai jamais vécu ça. Mais dans mon travail, j'ai à le faire parce que je suis là, je propose, je dois raconter, je dois donner des exemples. Donc, j'invente des exemples et je raconte à la première personne. Ça marche très bien de raconter. Plusieurs vies dans ta vie. Oui, c'est même pas. Enfin. Alors, par ailleurs, pour répondre à la question comment participer aux courants évolutifs, hein, là, eh bien, moi, j'ai une démarche dans mon travail. En fait, je fais apparaître dans les contes des fonctions. Il y a une fonction du roi qui regarde son royaume et qui formule des demandes de changement, notamment, pour son royaume. Il y a la fonction du héros que le roi appelle et qui va travailler à résoudre, à accomplir la demande du roi. Il y a une troisième fonction qui est la fée qui vient apporter une ressource inattendue et résolutoire au héros qui s'est engagé hein, dans l'accomplissement de la demande du roi. Et puis la fée, elle a puisé dans le tout possible. Elle a puisé dans le tout. Et le tout est une quatrième fonction. Et en fait, si on regarde, tout dans la vie se développe de cette façon. L'intelligence par une direction, l'action, le cœur, l'émotion enclenche un engagement en rapport avec cette ouverture. Et puis, il y a des ressources dans la potentialité. Il y a énormément de ressources qui viennent en secours de l'engagement dans lequel on s'est impliqué. Et tout ça est puisé dans une richesse de réalité qui n'est plus à prouver, qui n'est plus à démontrer. Enfin, il y a un infini du possible, c'est clair. Il y a une potentialité illimitée dans laquelle on peut puiser. C'est-à-dire, c'est plein de réponses. L'univers est plein de réponses pour les questions que nous avons. Il n'y a qu'à trouver le passage en direction de ce grand réservoir de réponses. Et puis, il y a une cinquième fonction qui n'est pas directement présente dans les contes,
mais qui permet à tout ça de sortir. Exactement comme le soleil apporte une lumière qui fait monter la végétation. Eh bien, il y a des courants créateurs dans notre existence qui viennent tirer nos questions vers leur résolution naturelle. Et on peut découvrir la nature de ces courants créateurs qui, dans notre vie, nous apportent leur soutien. C'est une 5e fonction. Et on a intérêt, tels des créateurs d'ailleurs, les créateurs, ce sont des gens qui, ayant remarqué cette attraction par rapport à leur questionnement, cette force d'attraction qui les mène vers la résolution, ayant remarqué ça, ils y font plus attention et un jour ils découvrent qu'il y a des courants créateurs, en effet, qui agissent. Et ils essayent de se relier à ces courants créateurs. Et quand un créatif se relie à un courant créateur, il devient créateur. Il peut devenir créateur. Quand, par exemple, d'un message ou d'une succession de messages qui sont venus dans la vision intérieure, je veux en porter la communication à l'extérieur, en réalité, si je regarde bien, mon message, dans sa vérité, si je veux le porter aux autres, en fait, je vais en prendre la responsabilité. Je vais faire en sorte qu'il ne soit pas dévié, qu'il ne soit pas dévoyé. Je vais faire en sorte qu'il arrive dans son intégralité. Et d'une certaine manière, je vais devenir responsable. Et c'est ça un créateur, c'est quelqu'un qui est responsable de la vérité qu'il a perçue, auquel il a atteint dans ses démarches de créativité. Et c'est ça aujourd'hui la réponse à ta question. C'est-à-dire, si on veut participer au mouvement évolutif, au grand mouvement d'évolution de notre époque, de transformation, on a intérêt à devenir créateur. C'est-à-dire à repérer en soi les endroits qui s'éveillent volontiers, les endroits où on a le plus de performance, les endroits de notre excellence, on va dire, où on est inspiré, où on est créatif, où on est inventif. On a intérêt à repérer ça et à repérer les courants créateurs qui stimulent ça, parce que, en réalité, le mouvement d'évolution, c'est un mouvement de mise au jour de nouveaux apprentissages, d'apprentissage de conscience. Et on peut participer aux apprentissages de conscience. On peut être le lieu à travers lequel certains apprentissages viennent au jour. Un créateur, c'est quelqu'un à travers qui des apprentissages viennent au jour. N'est-ce pas? Alors, quels apprentissages peuvent venir au jour, sinon les vérités qu'on va voir fleurir dans notre existence? Il y a des vérités qui fleurissent. Quand, je ne sais pas, Van Gogh montrait la chaise dans sa chambre comme il le fait, il nous donne à voir un objet ordinaire dans une transfiguration étonnante. C'est une vérité. C'est une vérité qui s'est imposée chez lui et qui se traduit dans son œuvre. Toutes les œuvres d'art sont quelque chose de cette nature. Sont des sortes d'empreintes de vérité fixées dans la culture, on pourrait dire. Mais nous, dans notre existence, on peut faire la même chose sans être un artiste. On peut réellement mettre au jour des apprentissages de conscience, des apprentissages qui vont enrichir la culture. Et la démarche toute simple, c'est de prendre au sérieux ce qui appelle en nous et de lui permettre de sortir. En fait, c'est ça qu'il faut apprendre à entendre. De Gaulle, c'est à cause d'un appel impérieux qu'il a eu cette vision de la guerre à gagner et que la France a pu gagner. C'est à cause de cette vision, c'est à cause de ce malaise, de cet appel qu'il a reçu cette vision. Et si on fait attention, nous, au malaise que nous avons dans notre existence, on a des malaises ici, on a des malaises, on regarde nos enfants et on ne les éduque pas comme on voudrait. On voit bien que c'est difficile et qu'on est en reste. C'est pas assez ce qu'on fait. On aime son conjoint, mais on ne l'aime pas assez, on ne l'aime pas comme il faut. On aime ses parents, mais on ne les aime pas comme il faut. On ne fait rien comme il faut.
en fait. Et il faut entendre ça, non pas pour se culpabiliser, mais pour répondre. Parce qu'il y a possibilité de répondre. Il y a en nous une nature infinie, comme disent les contes. Il suffit de regarder le héros du conte avec la qualité infinie en lui qui se dresse face au défi, face à l'impasse, pour l'affronter, non? Il suffit de voir cet infini dans le héros. Nous avons le même infini en nous, c'est lui qui appelle. Et cet infini-là, eh bien, il est capable d'aller chercher des ressources dans le monde infini. Lui, il a le passage pour aller dans le monde d'infinies ressources. C'est ça qu'il faut faire. Et il y a des apprentissages à faire venir maintenant, c'est sûr. Mais tout le monde est dans ce mouvement. Mais on a intérêt à être dans ce mouvement de manière créatrice. En tant que créateur, on aura beaucoup plus de cohérence, beaucoup plus de présence. On ne sera pas chahuté par la dispersion générale des informations, parce qu'on est quand même surchargé d'informations. Si on peut se tenir dans un axe de vérité, des vérités qui s'actualisent en nous, dans notre existence, et travailler à communiquer ces vérités, à les partager avec les autres. Nous, on est plus avancé que les autres sur les vérités qui appellent en nous et qui s'expriment en nous, parce qu'on y donne plus de temps, tout simplement. On a un petit peu d'avance. Mais cette avance-là est suffisante pour nous rendre responsables et nous pousser à partager. Et là, les outils de communication sont formidables. Dans mes outils de storytelling, donc il y a le storytelling lui-même, mais il y a aussi la manière de mettre en forme la communication, le message, pour le communiquer. Et on pratique notamment le talk. Le talk, c'est-à-dire la présentation en un quart d'heure, comme sont les présentations TED. En un quart d'heure, vous allez faire en sorte de faire vivre à votre public le message. Ce n'est pas seulement lui présenter une idée. Non, c'est lui faire vivre. Et il y a une astuce pour ça. Et c'est irrésistible. Et on s'applique aussi à mettre en forme de proposition notre message. C'est-à-dire, ça peut donner lieu, cette proposition, ça peut être un projet de livre, ça peut être un projet de blog, ça peut être un projet de formation, ça peut être un produit. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut essayer de formaliser cette vérité, pourtant qui nous est sortie à l'occasion d'un questionnement. Il faut arriver à la formaliser, alors certes à travers des récits déjà pour la communiquer, mais dans l'aventure de la communication, à un certain moment, eh bien, il faut arriver jusqu'à une formalisation sous forme de proposition. Et ça, c'est vraiment intéressant. Même si on ne va pas très loin dans la proposition, c'est vraiment intéressant. Oui. Alors, merci Jean-Pascal pour tous ces précieux détails. Moi, ça me réjouit le cœur. Et donc, tu as proposé cette formule à une certaine époque avec un programme assez long. Et aujourd'hui, tu as imaginé pouvoir concentrer cette proposition pour qu'elle soit plus accessible à chacun en fonction de nos emplois du temps, aux uns aux autres, nos finances et autres. Et donc là, l'aspect qui a été imaginé, c'est de le proposer peut-être en une fois par semaine sur une continuité comme ça sur 4 ou 5 semaines, c'est-à-dire 4 ou 5 jours de travail intensif et qui permet de constituer cette structure, ce bagage, de contenir la manière et les informations précieuses, recueillir les informations et savoir donc les mettre en évidence. Moi, je dirais un peu dans ma façon comme un bouquet de fleurs où on aurait été cueillir les fleurs pour créer un bouquet qui soit un bouquet qui inspire et qui sème des belles choses pour soi, pour les autres, dans ce monde, et chacun à sa mesure en fonction de ses besoins. Et qui va attirer des alignements du monde extérieur avec, voilà. avec notre proposition. Voilà, qui va mettre en mouvement tout un processus et tout comme une forme d'aimantation, tout s'aimante. Plus nous, on met en mouvement quelque chose, plus ça aimante en face. Comme certains disent, fais un pas vers l'univers, l'univers va faire 10 ou 100 pas vers toi. Et voilà, c'est vraiment créer une synergie, un mouvement de vie, y participer en enrichissant le monde de tout cela.
Ce qu'il faudrait là, chez le public qui écoute et qui s'intéresse à cette perspective, disons, que chacun se pose la question, qu'est-ce qu'il aimerait dire? Qu'est-ce qu'il aimerait raconter? Qu'est-ce qu'il aimerait raconter de sa vie? Et on va l'aider à le faire. Ouais. Là, j'ai une cliente, je pense à une cliente, c'est pour ça que je suis un peu… qui est revenue, qui a fait ce travail déjà avec moi il y a quelques années, et qui est revenue récemment et qui m'a dit, Jean-Pascal, voilà, j'ai eu contact avec un homme de théâtre et de cinéma qui a vu comment, dans mon expression, j'avais quelque chose de très… une forte présence et qui pouvait être intéressant de raconter des histoires. D'ailleurs, je raconte des histoires, je me raconte d'une manière très attractive. Et il m'a dit, il faudrait créer une sorte de spectacle, un stand-up, quelque chose comme ça, où vous raconteriez, voilà, ça passerait très bien. Mais quoi raconter? Et elle m'a dit, voilà, il m'est arrivé une chose, j'ai fait une crise cardiaque, enfin, j'ai eu un accident cardiaque il y a 3 ans, et à l'occasion de cet accident cardiaque, ça a été compliqué, on m'a fait des pontages, mais il y a eu une complication qui s'est avérée, et à l'occasion de cette application, j'étais en mort imminente pendant quelques heures, ou une journée, je ne sais plus. Bref, dont je suis revenu, hein, parce que je suis là. Et là, j'ai vu, dans cette mort imminente, j'ai vu un grand regret de ma vie, que je ne m'étais pas assez amusé, que je n'avais pas assez ri. Et vraiment, j'aimerais construire une histoire là-dessus. J'aimerais raconter ça. J'aimerais raconter ce message. Parce que pour moi, c'était comme une vérité. C'est une vision que j'ai eue de ma vie. Hein, une personne très vivante, très intense. Et voilà, je n'ai pas ri suffisamment. Ce qui manquait pour mourir, c'est d'avoir ri suffisamment. Et je suis là, donc c'est pas morte. Et avec cette opportunité de ce cinéaste qui veut faire quelque chose sur moi, il faut que je bâtisse une histoire. Vous m'aidez, hein? Bien sûr, je vais l'aider. C'est très facile avec les outils de storytelling, parce que ça donne un schéma, une structure, et vous allez bâtir quelque chose qui va faire le pont avec le public et qui va l'attirer, qui va le faire entrer dans votre histoire. Et il est très beau de dire ça, qu'on ne rit pas assez. C'est très beau de dire ça. Mais il faut savoir le faire. Voilà. Et donc, que chacun, là, qui nous écoute, se dise, qu'est-ce que je pourrais raconter, moi? Qu'est-ce que je pourrais raconter? Peut-être à mes enfants, peut-être à mon conjoint qui ne m'a pas suffisamment compris, ou peut-être à mes parents, peut-être à mes cousins, ma famille, je ne sais pas, ou à mes amis. Qu'est-ce que j'aimerais laisser comme message? Même si j'ai 50 balais aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais laisser comme message? On peut commencer à s'y intéresser. Mais on dira les choses d'une certaine manière. On dira des vérités selon le champ où l'on est aujourd'hui. Même si on a encore 30 ans à vivre, c'est égal. C'est toujours intéressant de connaître la vérité de tel ou tel questionnement, de tel ou tel appel en nous. Parce que cette vérité-là, si elle est mise au jour et énoncée dans son universalité, c'est un message pour tous. Et à ce moment-là, vous pouvez devenir créateur avec ça. Vous êtes le gardien d'une universalité. Comme tout créateur, vous êtes le gardien d'un apprentissage, ou en tout cas le vecteur d'un apprentissage. Merci Jean-Pascal. Peut-être on va se laisser sur cette parole-là, le gardien d'une vérité, d'un apprentissage. Moi, je trouve ça très beau. Et puis, bienvenue à tous ceux qui vont se sentir inspirés et qui auront envie de rejoindre cette belle aventure et qu'on va mettre en place pour septembre là, mais qui pourra peut-être se rejouer ensuite. Oui, on va faire les 5 mercredis de septembre, hein, en journée, une Voilà. journée entière en visio. Hein, le mercredi, Voilà. c'est-à-dire 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Voilà. Voilà. Le premier mercredi de septembre. Et voilà. Et il y aura 4 journées pour structurer tout ça et un 5e moment qui permettra de
de rassembler tout ce que ça aura semé dans le vécu intérieur et dans la mise en œuvre de chacun. On va ouvrir Merci. des portes, on va ouvrir des compréhensions, il y aura l'amorce d'une création. Évidemment, en un mois, on ne va pas prétendre sortir avec je sais pas, une pièce de théâtre à jouer. Non, bien sûr. Mais vous pouvez avoir un concept de pièce de théâtre qui ensuite donne lieu à une poursuite. Voilà. Ça, c'est assurément. Merci Jean-Pascal. Et puis ben voilà, à bientôt pour cette belle aventure. Bientôt. À Au bientôt. revoir. On ne va pas être très nombreux, méfiez-vous, en visio. Oui, Non, voilà. Donc ouais. les places, voilà, il y a un nombre de places limité pour permettre un travail de qualité. Donc voilà, que les premiers intéressés se manifestent avec les documents qu'on va joindre à cette vidéo. Bienvenue à vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt Jean-Pascal. Bientôt.